Bienvenue à Finances fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau chaque troisième jeudi du mois un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes, ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté voilà un petit bout de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Bon mardi tout le monde, bienvenue au 31e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre Atomic Habits de James Clear qui a été publié en 2018. On change un peu de registre aujourd'hui, on parle d'habitudes. D'abord, ça rejoint un petit peu mon expertise scientifique sur les habitudes de vie, mais ça change aussi le mal de place parce qu'on va aborder un peu les finances sous un angle différent. Vous inquiétez pas, même si on change d'angle, puis que le titre du livre ne le suggère pas, il y a toutefois un lien direct entre ce qui est abordé dans ce livre-là et les finances. On le voit d'ailleurs dans la citation suivante. Habits are the compound interest of self-improvement. Donc, les habitudes sont le rendement composé du développement de soi, du développement personnel. Comme quoi, les intérêts composés, les rendements composés sont partout. On a vu dans les épisodes du podcast que la santé financière passait, comme pour la santé physique d'ailleurs, par des habitudes qui étaient saines. C'est cependant pas toujours facile de changer ses habitudes. Je suis bien content de faire ce résumé-là aujourd'hui parce que j'ai lu le livre il y a environ 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et à l'époque, ça avait apporté des gros changements dans plusieurs de mes habitudes personnelles. De replonger dedans aujourd'hui, ça me permet de réfléchir à nouveau aux 3 habitudes que je souhaitais améliorer à l'époque. Je garde ça secret, bien sûr. Il y a plein de mystères dans ce podcast-là. Je vais pas vous partager mes 3 habitudes parce qu'il y en a une des 3 que j'ai pas réussi encore. Donc, Atomic Habits, c'est le guide pour rompre avec les mauvaises habitudes puis en adopter de nouvelles, en fait, qui sont plus adéquates ou qui répondent mieux à nos objectifs et tout ça en 4 étapes. Le livre montre que les petites habitudes quotidiennes se transforment finalement en changements massifs et positifs avec le temps. C'est vraiment un livre exceptionnel que je recommande à tout le monde, même s'il n'est pas particulièrement sur les finances, il englobe beaucoup plus que ça. Donc James Clear, l'auteur, quand il était au lycée, il a reçu un bâton de baseball dans le visage, il a eu le nez cassé, des gonflements cérébraux dangereux, des yeux disloqués, des fractures, puis son rétablissement a pris plusieurs mois. Donc pour relancer sa carrière de joueur de baseball, il n'y a pas eu d'autre choix que de s'appuyer sur la force des petits progrès, des petits changements. Finalement, ces bonnes habitudes, ces petits changements progressifs lui ont permis de redevenir un joueur de baseball élite et de faire partie de l'équipe toute étoile américaine au niveau universitaire, donc bravo. Aujourd'hui, c'est l'un des chercheurs, auteurs les plus populaires dans le domaine des habitudes et touche des millions de personnes grâce à son blog jamesclear.com. Son premier livre Atomic Habits est désormais le guide de référence sur le sujet et est rapidement devenu un best-seller au New York Times. Donc le premier élément de synthèse du livre, c'est devenir meilleur 1% à la fois. Donc le chapitre 1 du livre touche les habitudes. En fait, ça redit ce que j'ai dit tout à l'heure. Les habitudes sont les intérêts composés du développement de soi. S'améliorer 1% chaque jour compte beaucoup à long terme. L'auteur dit que les petits changements semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus puissants de tout le processus sont souvent différés. Donc, vous devez être patient. C'est pas à cause que vous changez une habitude aujourd'hui que vous allez voir les résultats tout de suite. Ça va prendre du temps, mais quand vous passez le seuil critique, vous vous rendez compte, mon Dieu, le chemin que j'ai fait et tout ce que j'ai parcouru depuis les petits changements que j'ai apportés dans ma vie. Pour moi, ça s'applique tellement aux finances. Si t'es endetté ou t'as pas encore beaucoup d'actifs à 40 ans, faut pas que tu prennes tout le problème d'un coup. Faut que tu tentes d'épargner 1% de plus à chaque mois et tu vas te rendre compte un jour que finalement t'as fait un bon bout de chemin. Le seuil critique que l'auteur parle, je l'ai traduit en l'appelant le seuil de potentiel latent. Donc le changement est lent, il y a beaucoup qui abandonnent. Si tu vas courir tous les jours pendant 1 mois, tu verras pas tant des grands changements au niveau de ton physique, peut-être au niveau de tes performances, parce que quand on commence à courir au début, les progrès sont rapides. Par contre, si tu cours pendant 10 ans, oui, clairement, tu vas voir les changements de façon assez éloquente. Il faut donc s'assurer de briser ce plateau-là, qui est le seuil de potentiel latent que l'auteur parle. Au-delà du talent et du travail, l'auteur dit que pour traverser ce seuil-là, les meilleurs athlètes sont ceux qui sont capables de dealer, en fait, qui sont capables de handle the boredom, donc qui sont capables de dealer avec l'ennui.
Comme le notait Machiavel, les hommes désirent la nouveauté à tel point que ceux qui vont bien souhaitent un changement autant que ceux qui vont mal. Donc on veut tellement de la nouveauté que même quand nos choses vont bien, on va essayer de changer les choses juste pour changer. Donc les athlètes élites, ce qu'il disait l'auteur, c'est qu'ils vont s'entraîner, puis c'est pas nécessairement le travail ou le talent. Oui, ça entre en ligne de compte, mais il disait que vraiment c'est les gens qui vont s'ennuyer à faire un entraînement qui se ressemble pendant 10-15 ans, qui vont réussir à surperformer les autres athlètes. Donc moi je trouve que cet élément-là d'apporter du changement puis d'apprécier l'ennui, ça fait vraiment un lien direct avec les FNB passifs indiciels. Parce que je vous l'ai dit souvent, la stratégie gagnante des FNB passifs indiciels, elle est plate. Je peux pas vous parler de ça à chaque épisode, parce que ça serait d'un ennui mortel. Mais justement, cet ennui-là, d'avoir une stratégie gagnante mais ennuyante, ben ça s'applique directement aux finances, aux stratégies qu'on parle depuis le début du podcast. Donc ce qui est dangereux, c'est d'adopter cette stratégie-là, et ensuite de s'ennuyer, et de faire comme moi un petit peu avec 30% de mon CELI, d'essayer de faire de l'investissement actif qui prend beaucoup de temps et qui n'a pas nécessairement les rendements associés au temps qu'on investit dans cette stratégie. L'auteur dit que c'est un processus. Donc le 1% de changement, c'est vraiment un processus. Si vous voulez des meilleurs résultats, il faut oublier les objectifs et plutôt focuser sur le processus. Donc on focus pas sur le produit, on focus sur le processus, donc le chemin qu'on prend pour se rendre. Donc en anglais, il dit focus on system, not goals. Donc si on revient à la course, le fait de te lever chaque matin et d'aller courir, c'est ça ton habitude. C'est ça le processus, c'est sur ça que tu vas te concentrer. Et non la perte de poids, par exemple, qui est ton objectif. Si on revient aux finances, investir 100$ chaque mois dans un FNB passif indiciel, c'est ça ton habitude. C'est pas le produit qui t'intéresse de faire un rendement de 10% par année ou d'accumuler 100 000$. Concentre-toi sur le processus, le 100$ investi chaque mois, et tu vas te rendre compte à un moment donné, tu vas traverser le seuil de potentiel latent, donc le seuil critique, et tu vas dire, ben mon Dieu, ça fait 10 ans que j'investis, je suis rendu à 100 000$ dans mon compte. Donc, concentre-toi sur le processus et non le produit. Donc, moi, personnellement, mon objectif, c'est de remplir mes comptes avantageux fiscalement. C'est peut-être pas le bon parce que c'est un petit peu je me concentre sur un produit. Je devrais peut-être plutôt viser un pourcentage de taux d'épargne et éventuellement, mon but serait atteint. Donc, au lieu de dire, je veux remplir mon CELI et mon REER, peut-être que je devrais dire, je veux maintenir un taux d'épargne de toujours supérieur à 30% chaque année. Et inévitablement, un jour, mon CELI et mon REER vont être remplis. Bien beau vouloir se concentrer sur le processus, mais dans la réalité, c'est pas nécessairement facile parce que plusieurs de nos choix ou nos habitudes vont pas avoir des impacts immédiats, donc des résultats immédiats. Le cerveau humain n'est pas nécessairement conçu pour ça. On aime bien avoir une récompense immédiate, donc il faut vraiment combattre ce désir-là puis s'assurer de se concentrer sur le processus et tout en sachant qu'un jour, les résultats vont apparaître et qu'on va traverser le seuil critique qui est suggéré par l'auteur. Enfin, pour ce dernier point-là, pour le dernier point de ce premier élément de synthèse-là, l'auteur parle du Goldilocks Rule. En enseignement, on parle de la zone de délicieuse incertitude. Donc, c'est quoi cette zone-là? Si je donne l'exemple de quand je vais jouer au tennis avec un partenaire, donc, si je joue avec un partenaire qui est trop faible, je vais pas m'amuser parce que j'aurai pas de défi. Alors que si je joue contre un partenaire qui est beaucoup trop fort, que je suis pas capable de retourner aucun de ses services, je vais me démotiver. C'est la même chose avec les habitudes que vous souhaitez changer. Donc, le 1% que vous souhaitez changer, assurez-vous que le processus et les objectifs que vous fixez vous donnent un défi, mais sont pas non plus irréalistes. Donc, ça doit pas devenir plate ou trop difficile. Ça doit vraiment être dans la zone de délicieuse incertitude qui est mentionnée par l'auteur. Il y a quelques semaines, j'avais proposé de faire de la publicité sur le podcast pour éliminer les publicités automatiques de Spotify. Je vais vous avouer, ça s'est pas précipité pour acquérir ces publicités-là. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est 50% de rabais sur le prix habituel pour faire de la publicité, soit pour les services que vous offrez, le produit, ou pour donner de la visibilité à votre entreprise. Donc, pour les 2 prochains mois, 50% de rabais et c'est plus de 30 000 personnes qui écoutent le podcast à chaque mois. Donc, faites-moi signe en privé si ça vous intéresse. Le deuxième élément de la synthèse, c'est de se poser la question « Qui est-ce que je veux être? » Donc, le chapitre 2 aborde le principe selon lequel la façon la plus efficace de changer ses habitudes, c'est de se concentrer non pas sur ce qu'on veut obtenir, mais sur ce qu'on veut devenir. Moi, depuis que j'ai lu ce livre-là, c'est vraiment la question qui m'a aidé à maintenir les changements que je souhaitais. Il dit dans le livre qu'il faut pas s'identifier par rapport à un objectif, mais à qui on souhaite être comme personne, comme être humain. Par exemple, qu'est-ce que ferait un bon père, un bon ami, un bon conjoint dans cette situation?
Qu'est-ce que ferait une personne en santé dans cette situation? Qu'est-ce que ferait une personne sportive, un athlète dans cette situation? Que ferait une personne financièrement éduquée dans cette situation? Est-ce qu'elle vendrait ses actions à cause de nouvelles pessimistes? Est-ce qu'elle achèterait une voiture neuve pour impressionner les voisins? Donc, une fois qu'on s'imagine qui on veut vraiment être et qu'on l'écrit, on va prendre le temps, qu'on prend le temps de se poser cette question-là avant d'agir, on est presque obligé de se respecter si on a été honnête dans son introspection. Donc, par exemple, je souhaite être une personne qui pourra soutenir financièrement ses enfants. Si tu te payes des restos de luxe en faisant garder les enfants chaque samedi, que ton actif net est à 0, puis t'as rien dans le régime épargne-études de tes enfants, soit tu te mets à toi-même, soit tu te fies trop à ton bon vouloir, on verra des stratégies plus loin justement pour vraiment respecter son changement d'habitude de vie. L'auteur dit qu'on adopte habituellement des habitudes ou une habitude approuvée par notre culture ou notre entourage parce qu'on veut faire partie de la tribu ou du groupe. L'auteur met de l'avant 3 groupes. Le premier, c'est la famille et les amis. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle the many, donc les plusieurs, on va être accepté par la masse. Et le dernier, c'est the powerful, donc le pouvoir, on va être accepté par ceux qui ont du prestige ou du pouvoir. James Clear dit que chaque action que vous faites est un vote pour le type de personne que vous voulez être. À mesure que les votes se construisent, donc de plus en plus qu'il y a du vote, mais de plus en plus que ton identité ou la personne que tu veux être ou que tu es va se construire. C'est une des raisons pourquoi les changements significatifs nécessitent pas nécessairement des changements radicaux. C'est que chaque action que tu fais s'accumule et à la fin, le produit espéré, est présent ou non selon les choix que tu as faits tout au long du processus. C'est important de planifier son changement d'habitude de vie. L'auteur dit que ça double les chances de réussite s'il y a un plan clair pour le changement d'habitude en termes de temps et de location. Donc, il donne des exemples. Donc, la phrase qu'il suggère pour formuler le changement d'habitude de vie, c'est « I will », comportement entre parenthèses, « at », time entre parenthèses, « in », location entre parenthèses. Donc, je vais, le comportement, à tel moment, à tel endroit. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est la méditation. Donc, l'auteur écrit « Je vais méditer pour 1 minute à 7 heures le matin dans ma cuisine. » Donc, à chaque matin, je vais méditer 1 minute à 7 heures dans ma cuisine. Un autre exemple pour les finances. Je vais mettre en place des virements automatiques pour 10% de mon salaire et me connecter sur mon compte de courtage le dernier vendredi de chaque mois pour investir le tout dans VEQT. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment, il y a un comportement, un temps et un endroit. C'est important de planifier, mais en même temps, pas trop. Donc, en essayant de toujours trouver le plan optimal, on se met jamais en action. C'est un petit peu la même chose avec les finances, puis c'est un petit peu la même chose avec le podcast. Avant de commencer ce podcast-là, j'ai planifié pendant plusieurs mois comment j'allais mettre en place, de quoi je voulais parler, quel livre je pouvais résumer, c'était quoi la structure du podcast, le style de podcast que je voulais. Puis à un moment donné, il a fallu que je me dise, là, j'enregistre, parce que sinon, ça aurait été facile de continuer à planifier, puis finalement, de jamais rien faire. C'est souvent le cas avec des projets qu'on a en tête. L'auteur dit qu'être en mouvement, donc de planifier, ça nous donne le sentiment de progresser sans vraiment risquer d'échouer. Donc, on se met pas en action, donc on planifie. Donc, on est en mouvement, mais finalement, on progresse jamais réellement vers ce qu'on veut faire. L'auteur donne l'exemple de la photographie. Donc, il dit, si tu prends 100 photos versus une, l'important, c'est la répétition, pas la perfection. Il dit, get your reps in, fais tes répétitions. Donc, sur les 100 photos, il y a probablement une qui va être bonne, alors que si tu te concentres juste en prendre une, puis tu veux qu'elle soit excellente, mais peut-être qu'elle sera même pas meilleure qu'une des 100 que tu auras pris avant. Je suis vraiment pas un expert de photographie. Peut-être que là, vous pouvez me ramasser en disant que ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est l'exemple de l'auteur, donc je me protège avec ça. Enfin, l'auteur parle des gènes, donc il dit que les gènes peuvent aider, mais tu as besoin de faire de la répétition quand même. Que ce soit sur les finances ou non, là, l'auteur parle pas nécessairement de finances, mais même en finance, il y a des personnalités qui vont être plus aptes à dépenser facilement leur salaire, alors que d'autres vont avoir un profil plus économe déjà, selon la façon qu'ils ont grandi. Là, c'est pas nécessairement les gènes, là, mais bref, c'est important de mettre en place vos reps, vos répétitions pour développer votre habitude. L'auteur dit de vous concentrer sur des choses que vous êtes bon aussi, ou du moins que vous soyez conscient de vos forces. Par exemple, c'est pas à cause que vous consommez beaucoup que la liberté financière est terminée pour vous. Vous devez peut-être travailler plus fort sur certains aspects, mais concentrez-vous sur vos compétences dans le domaine financier. Par exemple, je dépense beaucoup, mais je suis capable d'augmenter facilement mes revenus de 200$ par mois qui vont aller directement dans mon compte de courtage. En même temps, faut pas sauter non plus dans la piscine tout de suite si vous n'avez pas nagé. Utilisez vos forces avant pour progresser lentement mais sûrement vers vos objectifs financiers. Troisième élément de la synthèse, c'est que l'auteur qui présente un modèle d'action en 4 étapes. Donc, en ce qui concerne les habitudes, James Clear suggère que l'environnement, c'est la main invisible qui façonne le comportement humain. Donc, la première étape, c'est le cue en anglais que j'ai appelé indice en français. Donc, c'est vraiment l'information qui va suggérer qu'il y a une récompense à trouver.
Donc, par exemple, tu sens l'odeur d'un biscuit qui sort du four, ça donne faim, tu vas manger le biscuit. Une pièce sombre, tu rentres dans une pièce sombre, ben t'as le goût de l'éclairer. Donc, le cue, l'indice, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas ressentir le besoin, en fait, qui est la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, le besoin, le craving en anglais, c'est vraiment la motivation à changer quelque chose pour obtenir la récompense. Comme par exemple, tu sens l'odeur du biscuit, c'est le cue. Ton besoin, ben, c'est de goûter le biscuit ou être capable de voir dans la salle qui est sombre, donc tu vas allumer la lumière. Troisième étape, c'est la réponse, donc c'est la pensée ou l'action que tu vas faire pour obtenir la récompense, donc manger le biscuit ou allumer la lumière. Et enfin, la récompense, la quatrième étape, le reward, c'est le sentiment de satisfaction que tu vas ressentir lorsque tu vas faire le changement. Et la leçon que tu vas en tirer à savoir si c'est à refaire ou non. Donc si je fais les 4 étapes avec l'exemple d'un iPhone, donc l'étape 1, l'indice, c'est il y a un nouveau iPhone qui sort, tu vois la publicité. La deuxième étape, le besoin, mais tu veux acheter l'iPhone pour avoir le même téléphone que tes amis. La troisième étape, c'est la réponse, donc tu vas acheter l'iPhone. Et la quatrième, c'est la récompense, donc tu es soit satisfait d'avoir ton téléphone, mais peut-être également que tu as pris une leçon de dire, ben, j'ai plus d'argent pour faire d'autres choses pendant tout le mois d'avril, mai, juin, je sais pas on est quel mois quand l'épisode va être publié. Donc, c'est ça. Sinon, quatrième étape, quatrième élément de synthèse d'aujourd'hui, c'est les 4 lois du changement. Donc, à partir du modèle qu'on vient de voir en 4 étapes, James va, déduire certaines lois du changement de comportement qui correspondent à chacune des parties du modèle de changement d'habitude. La première loi proposée par James Clear, c'est Make it obvious. Donc, rends ton changement d'habitude flagrant. L'exemple qu'il donne, c'est ne cache pas tes fruits dans le réfrigérateur si ton objectif, ton changement visé, c'est de manger plus de fruits. Mets-les sur le comptoir, coupe-les d'avance, faut que tu les vois, tes fruits. Donc, en fait, c'est de rendre l'indice, le cue, l'étape 1, plus visible. Dans cette partie-là, il parlait aussi de habit stacking, donc d'accumulation d'habitudes. Ça veut dire, par exemple, tu pourrais faciliter les indices, l'étape 1, en disant, ben après ma musculation, quand j'aurai fini de m'entraîner, je vais méditer. Donc, c'est comme de combiner 2 habitudes. Il paraît que ça facilite la réalisation de celle-ci. Donc, pour revenir à la première loi qui est Make it obvious, ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc, si t'as pas faim, mais tu vois des biscuits, ça se peut que tu les manges. Donc, moi, c'est souvent après les fêtes de Pâques ou Saint-Valentin, les filles ont du chocolat qui traîne partout dans la maison. J'ai plus de difficultés dans ces semaines-là à respecter mes saines habitudes alimentaires. L'auteur dit que les personnes avec des bonnes habitudes de vie sont pas nécessairement plus disciplinées. Ils passent juste moins de temps face à des tentations négatives. Donc oui, il faut de la force d'esprit, du willpower, mais l'environnement compte énormément pour votre changement d'habitude de vie, que ce soit financier ou autre. Une fois votre habitude va être prise, il est peu probable qu'elle soit oubliée par la suite. Donc la maîtrise de soi, c'est plus une stratégie à court terme qu'à long terme. Il faut vraiment changer votre environnement pour changer vos habitudes de vie. Les études ont montré aussi que l'anticipation d'une récompense va souvent être plus forte que la récompense en soi. Donc par exemple, ton taux de dopamine est plus élevé quand tu penses à tes vacances que quand tu es dans tes vacances pour vrai. Deuxième loi, c'est make it attractive. Donc rends ton changement d'habitude attrayant. Il continue avec l'exemple des fruits. Donc si tu veux manger plus de fruits dans une semaine, ben il dit de peut-être choisir en premier le fruit que tu aimes le plus pour le voir plus souvent sur le comptoir. Donc exemple, si tu tripes sur les pommes, ben tu vas peut-être mettre des pommes qui traînent sur le comptoir au lieu de mettre peut-être des ananas. Ça te tentera pas de couper l'ananas, donc t'en mangeras pas. Donc make it attractive, c'est la deuxième loi du changement d'habitude. Troisième loi, c'est make it easy, donc rends ça facile. Donc je viens de donner un petit peu l'exemple avec l'ananas, là, mais crée pas des frictions inutiles en achetant des fruits qu'il faut soit peler, couper. Donc exemple, tu peux acheter des bananes, des pommes, c'est super rapide à manger, t'as pas besoin de te casser la tête. Les 2 dernières lois, pour moi, peuvent être mises en lien avec les finances. Donc, make it attractive, ça va peut-être être de te fixer des objectifs. Donc oui, tu vas épargner, tu vas investir, mais pourquoi? Donc peut-être te fixer des objectifs autant à court, moyen et long terme. Et make it easy rend ça facile. Ben quand on parle souvent de virement automatique, FNB passif indiciel, donc rend pas l'investissement compliqué, garde ça facile. Peut-être que ça va t'aider à adopter de meilleures habitudes financières. Et la dernière loi, c'est rendre ça satisfaisant. Donc, assure-toi que l'habitude de vie que tu tentes de changer, ben, va te rendre heureux ou va t'apporter de la satisfaction et du bonheur. Vous pouvez appliquer ces lois-là à toutes sortes de bonnes habitudes de vie comme courir, travailler sur un projet parallèle, passer plus de temps en famille. Inversement, faire le contraire pour les mauvaises habitudes. Donc, rendez les mauvaises habitudes invisibles, comme le chocolat, peu attrayantes, difficiles et insatisfaisantes. Par exemple, pour le fait de fumer, l'auteur dit que vous pourriez cacher vos cigarettes, ajouter des pénalités financières quand vous fumez, vous débarrasser de tous les briquets dans la maison, de vous autoriser seulement à fumer à l'extérieur dans le froid. Donc, c'est vraiment de rendre l'habitude désagréable.
Donc les 3 premières lois, obvious, attractive, easy, font en sorte d'augmenter les chances qu'un comportement soit adopté, alors que la 4e, la satisfaction, augmente la chance que l'action soit répétée. Enfin, dernier élément de synthèse, suivez vos progrès. Donc avec la loi du 1%, donc de changer 1% des petites choses à la fois, puis à la fin le changement est gros, vous allez peut-être avoir envie de vous attaquer à plein de choses rapidement parce que c'est moins compliqué de faire des petits changements que des gros changements, mais c'est important de pas trop en faire à la fois. Un moyen facile de vous responsabiliser dans votre changement d'habitude financière, je le souhaite, sans vous laisser déborder, c'est de suivre vos habitudes à l'aide d'un outil que vous pourrez développer vous-même ou qui peut se trouver en ligne. Ça augmente vos chances de garder l'habitude, mais pas juste garder des traces des résultats. Donc garder des traces du processus. Donc si vous voulez perdre du poids parce que vous voulez courir pour perdre du poids plutôt, mais gardez pas juste des traces de votre poids, gardez des traces de vos sorties de course. T'as fait quelle distance? T'as fait quel temps? Tu t'es senti comment pendant ta course? Même chose du côté financier. Prends pas juste des traces sur tes rendements, prends des traces également sur ton taux d'épargne. Comment tu as réussi à investir? Comment tu as augmenté ton taux d'épargne? Quelle est la croissance de ton taux d'épargne depuis que tu as commencé ton changement d'habitude de vie? Quand je dis habitude de vie, j'aurais dû dire habitude financière plutôt. Donc l'idée est simple, vous notez tous les comportements que vous voulez établir ou abandonner et à la fin de chaque journée, semaine ou mois, vous indiquez ceux que vous avez réussi. Ça peut se faire sur une application, un journal, un fichier Excel, une feuille en papier, ça c'est à votre discrétion. Cette stratégie-là est basée sur ce qu'on appelle parfois le Seinfeld Productivity Hack. Donc, l'humoriste Jerry Seinfeld marquait, il semble, sur son calendrier toujours d'un grand X chaque fois qu'il inventait une blague. Donc, rapidement, son objectif a été de pas briser la chaîne. Donc, chaque jour qu'il inventait une blague, il mettait un X. Donc, sa motivation, ça a été, je veux pas briser ma chaîne de, exemple, de 80 jours de suite avec une blague. Donc, il travaillait fort pour mettre un X à chaque jour. Donc, c'est une stratégie simple, mais qui est efficace pour vous aider à prendre de bonnes habitudes. Donc, si vous notez, par exemple, votre taux d'épargne à chaque mois, puis que votre objectif c'est d'être en haut de 20%, puis vous vous rendez compte que vous êtes en haut de 20% depuis 8 mois, le 9e mois vous êtes à 18%, mais peut-être vous allez vous dire, oh, le prochain mois, il faut vraiment que je remonte rapidement en haut de 20%. Donc de faire des suivis de son processus et de l'objectif visé, ça va vous permettre de maintenir davantage le courage et la motivation plutôt de maintenir votre habitude, le changement visé. L'auteur fait beaucoup de liens entre les habitudes qui sont les rendements composés du développement de soi et les finances également où les rendements composés sont intéressants. Donc plus vous allez commencer tôt et que vous allez être assidu dans vos changements, plus les habitudes vont prendre de place, puis à la fin vous allez même pas vous rendre compte, selon l'auteur, que ces changements-là finalement au début étaient peut-être plus difficiles. L'auteur dit être indulgent, donc pardonnez-vous vos écarts par rapport aux changements visés, mais il dit de faire attention aussi. Donc il dit c'est correct de se pardonner un petit écart de conduite, mais que c'est facile de dire à chaque fois c'est pas si grave, alors que l'accumulation de plusieurs petits faux pas va autant être puissant que l'accumulation de petits pas dans la bonne direction. Donc autant que le rendement composé est intéressant quand il travaille pour vous, autant que les intérêts composés peuvent être néfastes dans l'autre sens, c'est la même chose pour les habitudes. Donc en conclusion, c'est vraiment un livre qui m'a inspiré, qui vaut la peine d'être lu. Je suis pas certain que j'ai réussi dans le podcast à vraiment rendre justice à ce que ce livre-là m'a apporté, autant du côté financier, mais surtout du côté personnel. Malheureusement, en effet, ce type de livre-là, motivationnel plus que financier, est difficile à rendre justice en audio. Donc il faut vraiment que vous alliez le lire. Je vous le conseille fortement. Personnellement, je crois que je suis vraiment devenu une meilleure personne, un meilleur père à la suite de la lecture de ce livre-là, qui pour moi concernait pas vraiment mes finances puisque le virage était déjà amorcé à ce moment-là. Mais j'ai travaillé sur d'autres choses dans ma vie, puis peut-être que vous, ça pourra concerner plutôt vos finances, ou un des changements que vous pourriez viser, ça pourrait être vos finances si c'est quelque chose qui est pertinent dans votre vie à vous, là. Donc, je souhaite également de bonnes réflexions de votre côté à la suite de la lecture de ce livre-là. En gros, qu'est-ce que je retiens du livre? Qui souhaitez-vous être comme être humain? C'est quoi vos objectifs en lien avec les finances? J'imagine que vous avez quand même des objectifs financiers vu que vous écoutez ce podcast-là. Ça peut être avec votre santé, vos relations sociales, votre travail, votre couple, vos enfants. Donc, je vous invite à appliquer la règle du 1% pour devenir lentement, mais sûrement, une meilleure version de vous-même. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Napoleon Hill de 2016, donc l'édition de 2016 qui s'appelle Think and Grow Rich. Et ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de 3 autres compagnies en bourse, soit Vertex Pharmaceuticals, VRTX, Copart, CPRT et NVR Inc., NVR. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui.
Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.